ISN 24, le journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information. Il y a 6 jours déjà que le chef de l'État Patrice Talon a entamé sa tournée dans le Septentrion et hier 16 novembre, c'est la commune de Kéru qui était la ville hôte de la délégation présidentielle et au cours de cette visite, c'est le point des travaux de bitumage qui a marqué le discours du chef de l'État dans cette commune. Et puis intégré dans le concept de la décentralisation au Bénin depuis quelques années, l'intercommunalité est devenue une réalité avec plusieurs communes du Bénin. Dans ce journal, des cas pratiques de situation d'intercommunalité vous seront dévoilés. Et enfin, c'est le côté des femmes cette fois-ci où certains effets de beauté constituent une source de maladie. Vous aurez plus de détails avec notre spécialiste beauté. Voici pour le sommet, les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Mécontentement des agents en charge de pré-collecte et de collecte des déchets solides ménagers à Sadjibel, l'une des PME retenues dans la commune de Grand Okwe pour la gestion des déchets. Nous ne gagnons pas ce qui nous est destiné. Nous sommes à un salaire dérisoire, loin de ce qui est prévu. Et nous ne pouvons pas réclamer parce qu'il n'y a pas d'emploi. Le directeur de Chazibel nous dit que si nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons aller voir ailleurs. Voilà comment on parle à des pères de famille que nous sommes. Ce sont des propos d'un agent collecteur d'ordures dans la commune de Semepodi. Et selon ces propos, tout serait mis en œuvre pour les empêcher de vivre de leur travail. La réponse tant entendue par les communes Djougou-Péanko et Kéru-Bonikwara a été les mots de la fin du président Patrice Talon lors de sa visite à Kéru. Selon le chef de l'État béninois, les appels d'offres ont été lancés au plan international, des entreprises sont déjà sélectionnées et il ne reste que leur déploiement. L'actuel locataire de la marina précise que c'est la pandémie de la Covid-19 qui a retardé toutes les formalités nécessaires, mais tout est rentré en ordre et que les travaux vont démarrer d'ici là. De même, lors de sa visite dans la cité des Koubourou, le père de la nation, Patrice Talon, a demandé au chef religieux de la localité de l'aider à la réconciliation avec son frère et ami de très bon vieux temps, l'ex-président Boni Yaye. Pour le chef du gouvernement, Patrice Talon, il a cherché cette entente entre son ami et lui depuis fort longtemps et il aurait eu une conversation téléphonique entre ces deux personnalités, à en croire Alain Orula, le ministre de la Communication et de la Poste. Mais par contre aussi, l'ensemble du gouvernement du président Patrice Talon et les autres acteurs de la société civile suggèrent que la tournée du chef de l'État est salutaire. Ce n'est pas le cas de son ancien ami et l'ex-ministre de la Défense, Candida Zanaï, qui conclut que cette tournée est une partie de la ruse. Pour l'ancien allié du président de la République, il n'y a rien de bon dans cette tournée. Le seul espoir, c'est de ne pas se laisser avoir et c'est de doubler beaucoup plus de vigilance. Et puis, dans le milieu scolaire à présent, la tontine est une forme d'épargne collective qui réunit plusieurs personnes. L'argent cotisé est remis à l'un des membres selon les critères élaborés. De nos jours, beaucoup d'élèves et écoliers l'adoptent. A-t-il réellement sa place en milieu scolaire? La réponse, c'est à travers ce reportage de Pierina Fakonde. La tontine, c'est une forme d'association qui réunit plusieurs individus pour épargner d'argent. Après un délai fixé par les participants, l'argent récolté est versé à l'un des membres pris au hasard ou choisi selon d'autres critères. Aujourd'hui, bon nombre d'élèves et d'écoliers adhèrent à cette forme d'épargne. À propos des tontines de l'école, l'élève qui a besoin, par exemple, d'un document, ses parents n'ont pas l'argent. Et voilà que dans la salle, ils ont cotisé. Ils voulaient faire une tontine au moins de 50 francs par tête. De là, s'il participe, il peut avoir ce document. Je pense que la tontine en milieu scolaire n'est pas une bonne chose. Ça agente les problèmes, les bagarres entre les élèves. Denis Kitty, enseignant des PCT, estime que c'est une bonne initiative à l'endroit des élèves, mais par ailleurs, elle génère beaucoup de problèmes. Il faut reconnaître d'une part que c'est une très bonne initiative de la part de ces élèves, surtout que cela débouche également sur l'entrepreneuriat. Cela permettra nécessairement à d'autres de pouvoir joindre les deux bouts. Quelques parents d'élèves se prononcent sur les faits.
Le petit déjeuner ne leur suffit pas, ils vont encore faire la tontine dedans. C'est pas bon et c'est pas tout le temps que papa et maman donnent d'argent. S'ils commencent avec ça, ils vont voler et vagabonder. Bientôt, ils seront indépendants et faire la tontine de leur choix. À l'heure actuelle, ils ne peuvent pas faire la tontine. Pour ne pas se leurrer, on ne court pas pour se réaliser. Selon Yademe Franck, économiste, la tontine n'a pas du tout sa place en milieu scolaire car les risques sont nombreux. Il ne faut pas en réalité permettre aux enfants de créer des groupes de tontine à l'école parce que dans un premier temps, ce phénomène-là amène des enfants à commencer à apprendre à voler. Parce que quand ils ne seront pas en mesure de respecter les engagements du groupe, ils seront tentés à voler à la maison pour pouvoir régler. Dans un second temps, quand un camarade n'arrivera pas à respecter ce qui est dit au début, là, ça va révolter d'autres. Et le problème irait au niveau de l'administration qui fait appel aux parents des fois. Donc, c'est toute une chaîne. Vous voyez, et pour pallier à cela, il faut interdire seulement. Il faut interdire que cela soit au sein du système éducatif. La tontine en milieu scolaire permet aux élèves de faire des économies, mais cela engendre de nombreux dégâts. Il faut faire vraiment attention quand on l'adopte. Le Bénin s'est lancé depuis quelques années dans la lutte contre l'exploitation illégale des bois dans ses forêts. Plusieurs mesures de sécurité ont été rigoureusement mises en place pour verbaliser tout exploitant indélicat. Reportage. Le Bénin, comme tous les pays d'Afrique, est un pays de droit où l'exploitation des bois des forêts est réglementée par la loi. Même s'il est vrai qu'on ne peut pas s'en passer de l'utilisation des bois dans les charpentes et autres travaux, ce n'est pas une raison de dévaster tout notre couvert végétal. Effectivement, en matière d'exploitation de bois, il y a plusieurs formes ou bien plusieurs difficultés aussi qui s'y trouvent. Avant d'être un exploiteur de bois, il faut d'abord aller chercher un papier d'agrément, un papier qui signe que tu es quelqu'un qui a le feu vert pour la recherche de bois. Désormais, le secteur n'est plus libre d'accès. Il faut avoir une autorisation de la direction des eaux et forêts pour devenir l'exploitant de bois au Bénin. Ce papier, on se rend à la brousse avec les scieurs. Arrivé dans la brousse, on droite les arbres qu'on veut, on droite à nos scieurs et les scieurs coupent les bois et transforment ça en madrier. Après avoir fini cette étape, on invite les forestiers. Les forestiers viendront compter et délivrer des papiers pour chaque madrier. Et après maintenant, on charge pour la destination ici pour la vente. Il y en a les exploitants de bois qui, après le contrôle du forestier, augmentent frauduleusement leur chargement, croyant avoir trompé les postes de contrôle. Mais avec la vigilance du service de contrôle, on arrive à les démanteler et à leur imposer les pénalités. Je vois qu'ils sont en train de bien travailler, ils font leur rôle. Donc, je voudrais dire que depuis l'arrivée de ce gouvernement, il y a de cela 2 ans, ils ont eu à mis leur code en vigueur pour pouvoir frapper surtout ceux qui coupent les bois en désordre. Alors aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire le code qu'ils ont mis en vigueur est en train de battre son plein, c'est-à-dire en train de faire qu'aujourd'hui il n'y a plus de déforestation en désordre. Le décret sur la pollution sonore par les métiers de l'artisanat est pris depuis 2001 en République du Bénin, mais force est de constater que beaucoup d'artisans, soudeurs, mécaniciens, vitriers et autres qui utilisent les appareils et outils de travail qui produisent des bruits assourdissants ne maîtrisent pas les contours de cette décision. Nous avons interrogé quelques-uns parmi eux. On les écoute dans ce reportage réalisé par Romiade Sosaminou. La réglementation du bruit pour les métiers de l'artisanat au Bénin est encadrée par le décret numéro 2001-214 du 8 août 2001.
et le non-respect de cette réglementation par les soudeurs, meuniers, vitriers et autres utilisateurs des appareils et outils brillants de travail cause des nuisances aux riverains qui sont contraints de supporter le vacarme. Mais 10 ans après la prise de cette loi, beaucoup d'artisans sont toujours dans le flou concernant le contenu de ce décret. C'est le cas de M. Olive, DJ dans une buvette, et de Lazare Deboué, un maître soudeur à Calabi. Cette loi, franchement, moi, je ne suis pas trop instruit là-dedans puisque c'est seulement la répression que nous constatons sur le terrain. Mais on n'a aucun test qui nous prédit les heures à suivre et les conditions à mener. D'autres viendront peut-être t'harceler un jour férié, par exemple, que tu ne dois pas jouer ce jour-là. Ils vont ramasser tes choses. Ou bien, déjà à 20h, tu baisses le volume à fond totalement, mais pourtant, comme ils sont de passage, on doit ramasser. Simple télévision peut-être en train de jouer, on suit le match et on ramasse. D'autres difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution de leur travail les amènent parfois à braver les interdictions. Il y a des moments où on n'a pas le courant pour travailler. Et à l'heure où on ne doit pas travailler, c'est en ce moment-là que le courant vient. On est obligé de travailler, on est confronté parce que peut-être tu as pris le travail, tu as donné un certain délai à ton client. En tout cas, ne pas respecter l'engagement du client, tu es obligé de travailler à l'heure. Des sanctions sont prévues car l'usage des appareils de communication par voie acoustique tels que les sirènes, haut-parleurs et avertisseurs sonores nuisibles pour la quiétude des populations ainsi que tous les ateliers aux travaux bruyants installés aux abords des écoles, des formations sanitaires et des services administratifs est formellement interdit. De 6h à 13h, l'intensité du bruit ne doit pas dépasser 50 décibels et de 13h à 15h, 45 décibels. Exceptionnellement à Cotonou, c'est 0 décibel de 13h à 15h. Et la brigade de protection du littoral en charge de la lutte contre la pollution sonore est chargée de veiller à tout cela. Le dépassement du niveau de décibels est puni par tranche de 5 décibels et l'amende est de 50 000 francs CFA par dépassement, sans toutefois excéder 500 000 francs CFA. D'autres sanctions sont également prévues dans les tests et il faille que tous les parties prenantes cherchent à prendre connaissance du décret afin d'éviter de tomber sous le coup des sanctions. Chaque foyer est conscient de la nécessité de subvenir à ses besoins dans la juste mesure de son quotidien, mais quant à l'indiscipline financière vis-à-vis du budget alloué sur une période précise s'installe, l'harmonie disparaît et la survie du foyer est menacée. Quelques ménages nous livrent leur vécu dans ce reportage de Justin avant ses fonds. La gestion du foyer nécessite une certaine rigueur, surtout quand il s'agit des dépenses économiques et financières dans le foyer. Des couples s'entendent pour définir le budget à exécuter durant une semaine ou pour le mois entier. C'est le cas de M. Roger qui définit avec sa femme la somme à dépenser pendant une semaine. Déjà la veille, on s'assoit, madame et moi, et puis on essaie de voir comment on va gérer la semaine. Juste qu'on sait que la nourriture est déjà le premier facteur qu'on vise. Le loisir, si on peut se permettre. Monsieur Julien, quant à lui, planifie les dépenses financières de son foyer sur tout le mois. J'ai défini un budget pour le mois qui va jusqu'à 150 000. Il y a une partie qui est affectée au foyer. Et le reste, ça concerne le déplacement et les petites causes. Malgré la planification budgétaire, il arrive qu'on ne respecte pas exactement ce qui a été prévu ensemble. Des imprévus surviennent et bouleversent l'ordre établi. C'est d'épargner un peu quelque chose de côté et dans la famille pour ces genres de cas. C'est qu'on ne se retrouve pas en dessous, mais c'est le cas contraire. On se retrouve toujours au-dessus de la provision faite. Ce déséquilibre financier dans le ménage entrave le financement d'autres projets et limite la satisfaction de certains besoins. Mais depuis que M. Roger et Julien ont commencé par discipliner leurs dépenses financières, ils se sont débarrassés des réflexions stressantes liées aux dépenses du foyer et ont réalisé beaucoup de choses pour leur épanouissement. C'est fixé l'objectif d'avoir notre propre terrain parce que nous sommes en location. Mais grâce à Dieu, on l'a pu obtenir et disons que d'ici quelques temps, on va enclencher le démarrage des activités sur le terrain. Ça me permet d'anticiper sur les mois à venir, tout ça. C'est que ça me donne une vue globale de ce qui m'attend.
Prendre véritablement le contrôle des dépenses financières et en même temps répondre aux besoins du foyer est souvent vecteur de frustration. Il revient à chaque ménage d'établir les priorités dans les dépenses fondamentales pour maintenir l'harmonie au foyer. Intégré dans le concept de la décentralisation au Bénin depuis quelques années, l'intercommunalité est devenue une réalité avec plusieurs communes du Bénin. Allons à la découverte de cas pratiques d'intercommunalité à travers cet élément de reportage. La décentralisation, c'est le transfert de pouvoir et de compétences à toutes les communes d'un même pays. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une entente entre les villes et l'État central. Depuis un certain temps, les autorités du Bénin, après l'étape de la décentralisation, ont réussi également à mettre en place l'intercommunalité entre quelques communes. Et c'est le cas des communes de Boycon, Zobodomé et Abomey qui désormais doivent partager une même ressource en eau potable dont le château se trouve à Boycon. L'alimentation multicommune signifie quoi? Lorsqu'on a plusieurs communes qui se côtoient, c'est-à-dire plusieurs communes, intercommunalités qui partagent les mêmes frontières. Donc lorsqu'on voit que une commune a un problème en eau, c'est-à-dire dans sa capacité, ses potentialités en eau est faible, est insuffisante, et qu'on voit qu'à côté il y a une autre commune qui a une grande potentialité, on utilise l'eau de cette localité-là pour alimenter les autres communes. Aujourd'hui, Boycon et Zobodomé, si possible Abomey, sont réunis par un système, un même AEP, c'est-à-dire approvisionnement en eau potable. C'est un même système qui approvisionne en eau potable la ville de Boycon, Zobodomé et Abomey. De même, cette intercommunalité est déjà effective dans la commune d'Abomey-Calavi et la ville de Cotonou. À Tokan, il y a un château d'eau de grande capacité qui est en cours de construction. De même, vers Goulot aussi, Goulot là-bas, il y a aussi des châteaux qui sont en construction. Et tout ça là pour alimenter la ville de Calavi et Cotonou. Donc il faut alimenter Cotonou parce que les ressources en eau de Cotonou, il y a d'abord l'intrusion saline. L'intrusion saline veut dire quoi? L'eau de la mer arrive à rentrer dans l'eau souterraine. Et ça veut que l'eau souterraine de plus en plus est salée. Vivement que les communes se donnent la main pour que les localités qui ne disposent pas du tout d'eau potable puissent avoir de l'eau pour la santé des populations. On le voit très régulièrement sur plusieurs femmes de nos jours. Il s'agit des ongles artificiels communément appelés les faux ongles, dont le port n'est pas sans conséquences sur la femme. Que faut-il faire pour éviter au maximum les infections et maladies graves liées à la pose de ces faux ongles? Suivons ce reportage de Martine Djimadé. La beauté de la main est devenue petit à petit plus importante pour beaucoup de femmes. Les mains sont les parties du corps les plus visibles qui s'exposent et se mettent en scène à la fois par le gestuel mais aussi par la parure. De nos jours, beaucoup de femmes font plus recours aux faux ongles pour rendre leurs mains plus belles. Les faux ongles sont beaucoup plus utilisés par les femmes pour apporter une touche additionnelle de féminité à leurs doigts. Pour le look et également pour avoir les ongles parfaits, elles préfèrent utiliser ces faux ongles pour masquer les ongles rongés ou abîmés ou tout simplement trop courts. Mais tout ceci peut avoir des conséquences sur la santé, causées surtout par la colle utilisée pour fisser les faux ongles et les solutions nettoyantes également. Comme conséquence, on peut citer les risques d'infection à champignons qui font que les ongles naturels deviennent parfois jaunes, verts ou bruns. Une infection appelée l'onychomycose qui est particulièrement contagieuse et peut s'attaquer facilement à toutes les parties du corps de la peau ou les cheveux. Comme autre conséquence, il peut avoir le décollement de l'ongle, l'intoxication par la vapeur de la colle ou l'alcool qui peuvent conduire à des troubles sanguins, hépatiques, cardiovasculaires et respiratoires. De même que les risques du cancer de la peau qui peuvent subvenir par l'utilisation des rayons UV pour faire durcir le vernis ou gel sur les ongles. Et le plus grave serait les cas de décès par des infections nosocomiales.
Par ailleurs, il existe des contre-indications à éviter pour recourir aux faux ongles selon les spécialistes. Sachons d'abord que les faux ongles ne vont pas à tout le monde. Chaque personne avec son type d'ongle naturel, plus dur ou plus épais. Selon les spécialistes, il faut éviter de l'utiliser quand on a moins de 16 ans, car à cet âge, les ongles ne sont pas encore complètement matures et il faut mieux ne pas les personnaliser. De même, les femmes enceintes et les personnes vulnérables devaient l'éviter pour leur bien-être. Il ne faut surtout pas porter les faux ongles plus de 4 mois d'affilée et surtout, il faut attendre au moins 1 mois entre les 2 poses de faux ongles. Toutefois, il est important de nettoyer les ongles abîmés à chaque fois qu'on fait recours aux faux ongles. Et pour cela, il faut ajouter du jus de citron avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans de l'eau tiède. Ensuite, tremper les ongles dans la solution pendant au moins 20 minutes. Les retirer et brosser la surface des ongles avec une petite brosse à dents, rincer et laisser sécher. Un bain d'huile d'olive tiède pour les ongles une fois par mois serait bénéfique pour les ongles. L'huile d'olive est nourrissante et protégera les ongles des agressions extérieures. Comme autre solution pour nettoyer, durcir et faire pousser les ongles, il faut mélanger dans un flacon de l'ail écrasé avec de l'huile d'olive. Ensuite, appliquer le mélange sur les ongles les soirs au coucher. Avoir de très beaux ongles est l'une des priorités des femmes pour mettre en valeur leur beauté. Une chose est de poser les ongles pour se faire belle, mais l'autre est de savoir les conséquences que ceci pourrait avoir sur la santé de celles qui le font. Au regard de ces conséquences qu'entraîne ce phénomène de mode, on ne peut empêcher les femmes d'en faire, mais qu'elles sachent les précautions à prendre pour éviter au maximum ces risques. Allons maintenant dans la sous-région, plus précisément en Côte d'Ivoire, où après Henri Konabédié, ce fut le tour de Pascal Affi-N'Guessan pour la levée du périmètre sécuritaire établi aux alentours de son domicile. Le blocus imposé a été levé ce lundi 16 novembre 2020. L'annonce a été faite par le porte-parole d'Affi-N'Guessan. Rappelons que Pascal Affi-N'Guessan est le président du Front populaire ivoirien et porte-parole du Conseil national de transition. Toujours en Afrique, des médiations sont menées pour faire cesser le conflit qui oppose l'Éthiopie et la région du Tigré. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, est annoncé en Éthiopie, mais sans plus de précision. Depuis le 4 novembre, les troupes gouvernementales mènent une offensive militaire contre le Front de libération du peuple de Tigré. Addis Abeba accuse de vouloir déstabiliser le pays. De son côté, le vice-ministre éthiopien des Affaires étrangères a assuré qu'une médiation à l'heure actuelle est impossible. Pour Addis Abeba, ce serait une façon de donner une légitimité aux actions des autorités du Tigré. Et puis santé dans cette actualité, un nouveau vaccin sur le coronavirus a été annoncé par Moderna Pharmaceutique, une société américaine qui a travaillé avec l'université de Cambridge. En effet, après la société Pfizer qui a annoncé 90% d'efficacité pour son vaccin, suivi de la Russie déclarant le sien à 92%, c'est le tour de Moderna qui a annoncé 14,5% d'efficacité sur 95 patients de Covid-19. Moderna a également communiqué sur les résultats intermédiaires de la phase 3 des essais cliniques. Et puis, dernier élément dans ce journal, Donald Trump, en fin de mandat et candidat malheureux à sa propre succession, continue de donner des sueurs froides à toute l'Amérique. Le pays et le monde entier, par ricochet, viennent aussi de frôler une catastrophe majeure. En fin de la semaine dernière, le président américain sortant a évoqué explicitement son intention de lancer une frappe contre l'Iran, plus précisément contre un site nucléaire. Le journal New York Times, qui vient de faire cette révélation explosive, indique que la cible choisie aurait été vraisemblablement la vaste centrale de Natanz, construite dans la province centrale d'Ispahan, afin d'enrichir de l'uranium en grande quantité. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. C'était Wahabou Younous à la présentation. Bonsoir chez vous.